On raconte qu'il existe des désirs si puissants qu'ils peuvent transformer un cœur en brasier, puis ce brasier en cendre. Kadi, la jeune guérisseuse de Tombouctou, venait de commettre l'irréparable. Dans sa case, à l'aube de ce mardi maudit, elle observait Moussa, l'homme qu'elle aimait depuis l'enfance, plonger ses yeux dans les siens avec une intensité qui n'avait plus rien d'humain. Ses pupilles dilatées ne clignaient plus. Sa respiration s'accélérait. Ses mains tremblaient en s'approchant d'elle, non plus comme un amoureux, mais comme un lion affamé devant une gazelle blessée. Le filtre qu'elle avait versé dans sa calebasse de lait caillé la veille au soir avait fonctionné. Trop bien. Maintenant, Moussa ne la regardait plus comme une femme à aimer, mais comme une possession à consumer entièrement, corps et âme. Que se passe-t-il quand on force l'amour à naître là où il n'existait pas? Le quartier de Djingrebe, au cœur de Tombouctou, s'éveillait dans les parfums de beurre de karité et de thé à la menthe. Les murs d'argile rouge des maisons captaient déjà la chaleur du soleil levant. Kadi sortait chaque matin chercher l'eau au puits communal, sa calebasse en équilibre sur la tête, ses bracelets de cuivre tintant à chaque pas. Les femmes la saluaient avec respect. Elle était la petite fille de Mama Konaté, la grande guérisseuse qui connaissait le langage des plantes et des esprits. Mais Kadi portait un fardeau que personne ne voyait, son cœur battait depuis 15 ans pour Moussa, le forgeron du village. Chaque jour, elle passait devant son atelier en prétextant aller cueillir des feuilles de Nîmes au bord du fleuve Niger. Elle écoutait le martèlement rythmé du métal contre l'enclume, admirait les muscles de ses bras luisants de sueur, rêvait du moment où il lèverait enfin les yeux vers elle. Mais Moussa ne voyait en Kadi qu'une enfant, la fille de sa défunte tante, rien de plus. Son regard glissait sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. Qui attend que le fruit tombe perd souvent la récolte, murmurait Kadi en pilant ses herbes. Sa patience s'était usée comme une corde trop tendue. Elle avait 23 ans maintenant. Les autres hommes du village demandaient sa main, mais elle les refusait tous. Son obsession pour Moussa devenait une brûlure, une soif qu'aucune eau ne pouvait apaiser. Un soir, alors que sa grand-mère sommeillait près du feu, Kadi avait volé le grimoire interdit, celui que Mama Konaté cachait sous les nattes tressées, enveloppé dans un tissu indigo. Les pages jaunies contenaient des recettes que les guérisseuses avaient juré de ne jamais utiliser, poison subtil, malédiction, et cette formule qu'on appelait le brasier du cœur. Un filtre d'amour si puissant qu'il transformait l'indifférence en adoration dévorante. La lune décroissante baignait Tombouctou d'une lumière laiteuse lorsque Kadi prépara le filtre. Ses mains tremblaient en écrasant les racines de corobet, ces tubercules pourpres qui poussaient uniquement près des tombes anciennes. Elle ajouta 3 gouttes de sève de baobab millénaire, un fragment d'ongle qu'elle avait récupéré dans l'atelier de Moussa, puis murmura l'incantation en bambara, que son cœur ne batte plus que pour moi, que ses pensées m'encerclent comme le fleuve encercle l'île, que ma présence devienne son oxygène. Le liquide dans la calebasse prit une teinte orangée, presque incandescente. Une odeur douceâtre, écœurante, emplit la case. Dehors, un hibou ulula 3 fois, mauvais présage. Mais Kadi était sourde à tous les avertissements. Son désir avait étouffé sa sagesse. Le lendemain, elle intercepta Moussa sur le chemin du marché. Elle lui offrit du lait caillé qu'elle prétendait avoir acheté pour lui. « Tu travailles si dur, tu dois reprendre des forces. » Moussa, surpris mais touché par ce geste innocent, but la calebasse jusqu'à la dernière goutte. Il sourit, lui caressa la joue fraternellement, puis repartit vers la forge. Kadi rentra chez elle en dansant presque. Le filtre agirait pendant la nuit. Demain, Moussa serait à elle. Enfin. Mais elle ne savait pas que sa grand-mère, réveillée par l'odeur suspecte, avait vu la calebasse vide et reconnu les traces de corobet sur le mortier. Mama Konaté ferma les yeux et murmura, « Les ancêtres pardonnent l'erreur, mais jamais le blasphème contre le cœur humain. » Kadi fut réveillée par des coups violents à sa porte. Le soleil n'était pas encore levé. Elle ouvrit, ensommeillée, et se figea. Moussa se tenait là, haletant, couvert de poussière rouge comme s'il avait couru toute la nuit. Ses yeux, d'habitude si calmes, brillaient d'une fièvre étrange. Son regard la transperça avec une intensité qui la fit reculer instinctivement. Kadi, souffla-t-il en franchissant le seuil sans y être invité. Sa voix était rauque, méconnaissable. Je ne peux plus respirer sans toi. Depuis cette nuit, chaque seconde loin de toi est une agonie. Où étais-tu? Pourquoi tu dors alors que je t'attends?
Il s'approcha si près qu'elle sentit son souffle chaud contre son visage. Ses mains agrippèrent ses épaules, pas tendrement, mais comme des griffes cherchant à retenir une proie. « Moussa, tu me fais peur. » Peur ? Il éclata d'un rire sans joie. « Tu m'as allumé, Kadi. Tu as fait naître quelque chose en moi qui ne peut plus s'arrêter. Je veux tout de toi. Tes pensées, tes rêves, ton temps, chaque battement de ton cœur. » Kadi voulut sourire, se convaincre que c'était ce qu'elle avait toujours désiré. Mais quelque chose clochait. Les mots de Moussa n'exprimaient pas l'amour, ils suintaient la possession maladive. « Reviens dans quelques heures, laisse-moi me préparer. »« Jamais, rugit-il. Si tu disparais de ma vue, je deviens fou. Je reste avec toi. Toujours. » Écoutez bien ce qui suit, car c'est là que Kadi comprit qu'elle n'avait pas créé l'amour, mais un monstre. Les jours suivants, Moussa ne quitta plus Kadi d'une semelle. Il dormait devant sa porte. Il la suivait au marché en chassant tout ce qui lui parlait. Quand elle allait chercher de l'eau, il portait la calebasse, mais en exigeant qu'elle marche à ses côtés, toujours, sans s'éloigner ne serait-ce qu'un pas. Les villageois commencèrent à murmurer. « Moussa est envoûté », disaient les vieilles femmes en secouant la tête. Il regarde cette fille comme un crocodile regarde un veau qui s'abreuve. Kadi essayait de se convaincre que c'était de l'amour intense, de la passion. Mais la nuit, elle n'osait plus dormir. Moussa la fixait pendant des heures, sans cligner, comme s'il voulait absorber son essence même. Parfois, il murmurait des mots incohérents, « Tu es mienne, plus mienne que mes propres mains, si tu pars je meurs, mais si tu meurs tu restes à moi. » Un après-midi, Kadi tenta de lui expliquer qu'elle devait partir seule cueillir des plantes médicinales dans la brousse pour soigner un enfant malade. Moussa refusa net. L'enfant mourra alors. Toi, tu restes. Mais Moussa, c'est mon devoir de guérisseuse. Il s'approcha, lentement, dangereusement. Ton devoir, c'est moi. Tout le reste n'existe pas. Si cet enfant meurt, qu'importe ? Tant que tu es là. Qui sème le vent récolte la tempête, avait prévenu sa grand-mère. Kadi comprenait enfin. Une semaine après le début du cauchemar, Amadou, un jeune berger, vint frapper chez Kadi pour demander un remède contre la fièvre de sa mère. C'était en fin d'après-midi, Moussa était dans la cour en train de sculpter un morceau de bois, une figurine de Kadi, la 5e cette semaine. Amadou entra dans la case. Kadi préparait rapidement l'écorce de quinquina quand elle entendit un cri déchirant. Moussa avait bondi comme un fauve. Il tenait Amadou par le cou, le plaquait contre le mur d'argile, le regard halluciné. « Pourquoi tu viens ici ? Pourquoi tu la regardes ? Tu veux me la prendre ? » Moussa, arrête, hurla Kadi en s'interposant. C'est juste un client. Mais Moussa ne l'entendait pas. Ses doigts serraient la gorge d'Amadou. Le berger suffoquait, ses yeux s'exorbitaient. Kadi se jeta sur Moussa, griffa son visage. La douleur le ramena à lui pendant une seconde. Il lâcha Amadou qui s'effondra en toussant, puis s'enfuit en courant. Moussa se tourna vers Kadi. Du sang coulait des griffures sur sa joue. Mais au lieu de colère, son visage exprimait de l'extase. « Tu m'as touché », murmura-t-il en caressant les traces de sang. « Même ta violence est une caresse. » Kadi recula jusqu'au fond de la case, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Qui chevauche le lion finit par être dévoré. Elle avait perdu le contrôle. Cette nuit-là, pendant que Moussa dormait enfin d'un sommeil agité, Kadi s'échappa en silence. Elle courut pieds nus dans les ruelles désertes jusqu'à la case de sa grand-mère. Mama Konaté l'attendait, assise près d'un petit feu de bois. Son visage ridé semblait plus grave qu'à l'ordinaire. « Grand-mère, aide-moi. J'ai fait une terrible erreur. »« Je sais, mon enfant. » L'odeur du corobène ne trompe pas, la vieille femme soupira longuement. « Tu as ouvert une porte qu'on ne peut refermer facilement. Le filtre que tu as utilisé ne crée pas l'amour, il transforme le désir en famine. Moussa ne t'aime pas, il a besoin de toi comme un mourant a besoin d'air. Il y a forcément un antidote. Il y en a un. » Mama Konaté sortit d'un panier une racine noire, noueuse, qui sentait la terre et la mort. La racine de Soro, qui pousse dans les marécages près du marigot hanté. Mais pour qu'elle fonctionne,
tu dois la lui faire boire avec 3 ingrédients impossibles. Lesquels? Une larme de véritable amour, pas de désir, pas de possession, mais d'amour pur. Celle-ci, c'est à toi de la donner. Caddy hocha la tête, les yeux humides. Un morceau de la première chose que Moussa a forgée de ses mains, elle représente son essence avant la corruption. Je peux la trouver. Et la troisième? Mama Konaté plongea ses yeux dans ceux de sa petite fille. La bénédiction des ancêtres. Et pour l'obtenir, tu devras te tenir devant eux et avouer ton crime. Accepter leur jugement. C'est là que Caddy comprit que guérir Moussa signifiait se sacrifier elle-même. Au petit matin, Caddy se glissa dans l'atelier de forge abandonné depuis que Moussa ne quittait plus sa trace. L'endroit sentait le charbon froid et le métal. Elle chercha parmi les vieux outils, les morceaux de fer rouillé, jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait, un petit couteau rudimentaire, à la lame émoussée. C'était la première pièce que Moussa avait forgée à 12 ans, sous la supervision de son père. Il la gardait accrochée au mur, comme un talisman. Caddy l'enveloppa dans un tissu, le cœur lourd. Cet objet représentait l'innocence de Moussa avant qu'elle ne la détruise. En sortant, elle le trouva devant la porte, les traits tirés, les yeux injectés de sang. « Tu es parti, siffla-t-il. Tu m'as abandonné. J'ai failli mourir. Je reviens, Moussa. Je suis là maintenant. » Il l'attrapa par les poignets, si fort qu'elle sentit ses os craquer. « Si tu repars, je te brise les jambes. Comme ça, tu resteras toujours près de moi. » Ce n'était plus une menace vide. Caddy vit dans ses yeux qu'il le ferait vraiment. Dans la case, Moussa s'endormit finalement, épuisé par ses propres démons. Caddy s'assit près de lui et le regarda pour la première fois depuis des années. Cet homme, elle ne l'avait jamais aimé. Elle l'avait désiré, convoité, idéalisé. Mais avait-elle seulement cherché à connaître ses peurs, ses rêves, sa vraie nature? Non. Elle avait voulu posséder une image, un fantasme. L'amour qui nourrit l'autre est une source, celui qui le dévore est une sécheresse. Caddy sentit une larme couler sur sa joue. Pas de regret pour elle-même, pas de pitié. Mais une douleur pure pour ce qu'elle avait fait à Moussa, lui voler sa liberté, son humanité, son choix. Cette larme-là, elle était vraie. Elle la recueillit dans une petite fiole de verre. La nuit suivante, Caddy dut droguer Moussa avec une tisane somnifère pour pouvoir s'échapper. Elle courut vers le marigot hanté, à 2 lieues du village, là où les anciens disaient que les esprits des ancêtres se rassemblaient les nuits sans lune. L'eau stagnante reflétait les étoiles. Des lucioles dansaient entre les roseaux. Caddy s'agenouilla dans la boue et cria vers le ciel. « Ancêtres de ma lignée, écoutez-moi. J'ai commis le pire des crimes, j'ai volé le cœur d'un homme. J'ai tordu sa volonté. Je suis venu demander votre pardon et votre aide. » Le silence. Puis, une voix pas extérieure, mais à l'intérieur de son crâne, froide comme la mort. « Pourquoi devrions-nous t'aider, toi qui as craché sur nos enseignements? Parce que Moussa est innocent. Il mérite de retrouver sa liberté. Et toi? Que mérites-tu? » Caddy baissa la tête. La honte. L'exil. Peut-être la mort. Mais avant, laissez-moi réparer ce que j'ai brisé. Un long silence. Puis l'eau du marigot se mit à bouillonner. Des formes spectrales émergèrent, des silhouettes de femmes, de guérisseuses, de grand-mères oubliées. Leurs yeux brillaient comme des braises. Nous acceptons ton repentir. Mais sache ceci, une fois Moussa libéré, il ne se souviendra de rien. Ni de cette obsession, ni de toi. Et toi, tu porteras cette cicatrice pour toujours. Je l'accepte. Les spectres tendirent vers elle une racine noire qui flottait sur l'eau. Caddy la saisit. Elle était glaciale, vivante presque. Va. Et ne reviens jamais dans ce lieu. Au lever du jour, Caddy prépara l'antidote avec des mains tremblantes. La racine de saureau broyée, mélangée à la larme, aux fragments du couteau réduit en poudre de fer, et à l'eau bénite du marigot. Le liquide dans la calebasse était noir, opaque, effrayant. Moussa se réveilla en sursaut, cherchant Caddy du regard. Quand il la vit, son visage s'illumina de ce sourire tordu qu'elle avait appris à craindre. « Tu es là. »
Mon cœur peut battre à nouveau. Moussa, j'ai préparé quelque chose pour toi. Un remède pour te rendre plus fort. Il fronça les sourcils. Je n'ai besoin de rien d'autre que de toi. S'il te plaît. Pour moi. L'homme qui ne pouvait rien lui refuser prit la calebasse. Il la porta à ses lèvres, but lentement. Puis il s'effondra. Kadi se précipita, posa sa tête sur ses genoux. Moussa convulsait, ses yeux roulaient dans leurs orbites. De l'écume apparut au coin de ses lèvres. Pendant une minute qui sembla durer une éternité, Kadi crut qu'elle l'avait tué. Puis, brutalement, il se calma. Sa respiration se régularisa. Ses yeux se fermèrent. Quand il les rouvrit, 3 heures plus tard, son regard était clair. Posé. Humain à nouveau. Il regarda autour de lui, confus. Kadi ? Que s'est-il passé ? Pourquoi je suis dans ta case ? Elle sourit à travers ses larmes. Tu étais malade. Très malade. Mais maintenant, tu vas mieux. Moussa se leva, encore chancelant. Je me souviens, de presque rien. Juste d'un brouillard. Un brouillard rouge. C'est fini maintenant. Il la regarda alors, vraiment, pour la première fois depuis des semaines. Mais son regard était celui d'avant fraternel, distant, poli. Merci de m'avoir soignée, petite Kadi. Tu es une bonne guérisseuse, comme ta grand-mère. Il repartit vers sa forge sans un regard en arrière. Kadi resta là, assise dans sa case, entourée des figurines obsessionnelles que Moussa avait sculptées, et elle pleura. Pas pour avoir perdu son amour car elle ne l'avait jamais vraiment eu. Mais pour avoir compris qu'elle avait gâché des années à désirer un fantôme au lieu de vivre sa propre vie. 3 jours plus tard, Moussa épousa Fatoumata, la fille du tisserand, qu'il courtisait en secret depuis des mois avant que Kadi ne brise son destin. Ils furent heureux. Kadi, elle, quitta Tombouctou. Elle partit vers l'est, vers les villages reculés où personne ne connaissait son nom ni son crime. Elle devint une guérisseuse itinérante, soignant les corps mais refusant toujours de toucher aux affaires du cœur. Des années plus tard, un griot vint dans le village où Kadi avait finalement posé ses bagages. Il racontait des histoires près du feu, et ce soir-là, il chanta. Il y eut une femme qui voulut forcer l'amour à naître, mais l'amour forcé devient monstre, jamais maître. Elle apprit que le cœur ne se capture pas, il se mérite, ou ne s'offre pas. Kadi, assise à l'écart, sourit tristement. Elle ne corrigea pas le griot. Elle ne témoigna pas. Elle posa simplement sa main sur son propre cœur et murmura la prière que sa grand-mère lui avait enseignée avant de mourir. Que personne n'attende d'un autre ce qu'il doit d'abord cultiver en soi. Que personne ne force ce qui doit fleurir librement. Que chaque cœur trouve son chemin, ou accepte de marcher seul. Les ancêtres, cette nuit-là, soufflèrent une brise douce sur le village. Car la plus grande sagesse n'est pas d'obtenir ce qu'on désire, mais de désirer ce qui mérite d'être obtenu.